Alors, je vais mettre la caméra quand même. Voilà. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Si vous pouvez nous mettre dans le chat si vous nous entendez bien. On ne va pas tarder à commencer. Bon, super. Non, remarque, là, c'est pas une remarque. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, c'est bon, c'est parfait. On est 4 avec vous pour cette Actu Covid. Docteur Valentin, Sophie, Agnès Petitot, infirmière coordinatrice, Nathalie Régineau, infirmière hygiéniste, et moi-même, Nathalie Vandermé. On va donc, pendant cette heure, faire le point sur un tout petit point sur la situation épidémiologique, et puis ensuite un déroulé comme habituellement avec 4 points, vous verrez. On a fermé les micros pour essayer de ne pas avoir de soucis d'interaction, mais n'ayez crainte, à la fin de notre topo, on les rouvrira. Et puis surtout, n'hésitez pas au cours du topo de mettre dans le chat, en plus de votre nom et du nom de votre établissement, parce que ça nous permet de faire la liste des présents, de nous mettre vos questions dans le chat. Comme ça, on essaye au maximum d'y répondre tout de suite. Donc, on va mettre le diaporama. Hop. Voilà, voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez, alors là, il va falloir aller demander à Nat, si vous voyez bien le diaporama. Hop. Parce que là, on n'a pas... Ouais, tu peux... Ouais, fais attention que ça ne fasse pas une interaction avec le son. D'accord. Donc, on attend juste d'avoir la confirmation que tout va bien, que vous avez l'image. Ah, donc je ne vais même pas en silencieux pour communiquer avec Nathalie. J'irai. C'est bon? Bon, c'est parti. Alors, donc, un premier point donc, sur ce graphe que vous avez l'habitude de voir dans ces points actus. Donc, vous avez ici les dates et donc on est au bout de ces différentes courbes. Donc ici, le nombre de cas positifs en région, le nombre d'hospitalisations, on voit bien la troisième vague en particulier, le nombre des hospices en réanimation et puis le nombre des décès Covid donc pour la région. Donc vous voyez que bon, c'est encore une situation, on va dire, calme dans tous les cas de figure. Néanmoins, de façon un peu concordante avec les messages qu'on entend un peu de partout sur le territoire, on a l'impression qu'on a un petit démarrage qui s'opère. Donc,
eh bien, il va falloir rester extrêmement vigilant et en particulier pour se préparer à éventuellement une reprise, hein, puisque bon, si en particulier la dynamique de vaccination, en particulier avec le rappel, hein, la troisième injection se fait de façon importante, vraisemblablement qu'on n'aura pas trop de surprises. Mais voilà, c'est encore un petit peu dans l'inconnu. En tout cas, il y a ce petit signal. Pour les EHPAD dans la région, on n'avait pas de cluster depuis extrêmement longtemps. Et cette semaine, il y en a un. Donc, bon, voilà, c'est pas phénoménal, mais ça appelle à une grande vigilance et à une incitation à la mise en place du rappel. Pour ce qui concerne la deuxième information épidémio, ça concerne les variants. Donc, vous voyez sur ce graphe la part des variants sur les souches de SARS-CoV qui ont été étudiées. Donc ici en jaune, ben, c'est le variant Delta, hein. Donc il a depuis déjà bien longtemps complètement envahi très 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 fort le territoire, hein. Et ces dernières semaines, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de nouveaux variants, il n'y a pas de changement de ce point de vue-là. Donc ça, c'est quelque part rassurant. De la même façon, on entend des données assez alarmantes sur la Russie en particulier, et puis aussi par rapport à un peu l'explosion des cas en Afrique. À chaque fois, il s'agit bien du variant Delta et pas d'autres variants, hein. Donc, bon, ça, c'est des choses qui sont là pour un peu nous rassurer, euh, avec les réserves du fait de peut-être ce petit frémissement qui commence, mais en tout cas pas avec quelque chose de complètement nouveau. Donc, les points qu'on va aborder, il y en a quatre majeurs. Donc, un gros point sur la vaccination, un point sur les mesures nécessaires pour l'admission en court séjour, un point qui concerne l'utilisation des chambres doubles. Ça correspond à des préoccupations fréquentes, et on comprend bien dans vos établissements. Et puis aussi par rapport à la prise en charge des cas et des contacts à risque. Alors, ces points, ils sont motivés soit par l'actualité, en particulier pour la vaccination, et puis après, pour le reste, par le fait qu'il y a des nouveaux textes, hein, qui sont tombés récemment et pour lesquels c'est pas complètement simple. Il y a des choses qui ont été un petit peu chamboulées. Donc, on vous apportera les modifications, et puis ça sera l'occasion aussi de vous proposer des décisions régionales. Vous verrez, alors que à certains moments, finalement, les mesures qui sont proposées, c'est de baisser la garde de façon assez importante. Et parfois, ce qui nous a semblé un peu contradictoire avec la nécessité, par exemple, impérieuse de vacciner, enfin d'amener ce troisième rappel, cette troisième injection, ce rappel, bien, vous verrez que, comme un peu à l'accoutumée, on a plutôt été dans la retenue. Et on vous proposera plutôt de rester sur des mesures, on va dire, un peu plus sécures, alors que certaines mesures sont proposées à être diminuées. Donc voilà, on va vous les proposer, et puis on pourra discuter bien sûr de tout ça ensuite. Alors je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour continuer et commencer avec le premier point de la vaccination. Alors, déjà, pour la dose de rappel de vaccination, pourquoi cette dose est importante à réaliser? Eh bien, parce que vous savez, hein, vous l'avez déjà présenté, cette étude, c'est que l'immunité protectrice après la vaccination et
à peu près à partir de 6 mois après la vaccination, eh bien, diminue. En tout cas, l'immunité diminue avec le temps après la vaccination. Là, on vous montre une étude israélienne qui, vous avez ici sur cette figure, en rouge, rose-rouge, le pourcentage de personnes positives au SARS-CoV-2 chez des personnes qui sont vaccinées depuis plus de 5 mois. Et en bleu, c'est le même taux, le même pourcentage de personnes positives, mais chez des personnes qui sont vaccinées depuis moins de 5 mois. Et ça, on l'a en fonction des différentes catégories d'âge. Et donc, ce que cette étude nous montre, eh bien, c'est que le pourcentage de personnes infectées au SARS-CoV-2 eh bien, est beaucoup plus important chez les personnes qui ont eu une vaccination dans un délai de plus de 5 mois dans cette étude. Et ça, c'est d'autant plus vrai chez les personnes de plus de 60 ans. Depuis ces études, d'autres études plus récentes ont confirmé cette baisse de l'immunité au cours du temps, cette baisse de l'efficacité vaccinale contre les infections et notamment contre l'infection vis-à-vis de l'immunité, vis-à-vis du variant Delta, donc ce qui justifie et qui l'utilité d'une dose de rappel. Maintenant, on a également des études qui nous montrent que cette dose de rappel, eh bien, elle est efficace. Alors, on vous a mis 2 exemples d'études. Ici, la première qui, dans cette étude, a été mesuré le titre d'anticorps dirigé contre le SARS-CoV-2, donc soit contre le virus sauvage en vert clair, soit contre le variant Delta en bleu clair sur la diapositive. Et donc, ce titre d'anticorps, il a été mesuré chez des personnes 1 mois après la 2e dose de vaccin et également chez des personnes 1 mois après la 3e dose, donc la dose de rappel. Et vous avez les résultats également par catégorie d'âge, donc chez les personnes de moins de 55 ans et chez les personnes de plus de 65 ans. Et donc, ce que cette étude montre, c'est que le taux d'anticorps après la 3e dose, 1 mois après la 3e dose, eh ben, augmente significativement. Une autre étude, là cette fois-ci israélienne, a étudié le nombre de personnes infectées par le virus ainsi que le nombre de formes sévères. Donc là, c'est chez des personnes de plus de 60 ans qui étaient vaccinées depuis au moins 5 mois. Et ils ont fait 2 groupes, des personnes qui n'ont pas eu de dose de rappel et puis des personnes qui ont eu une dose de rappel. Et donc les résultats montrent que le taux d'infection est plus faible dans le groupe de personnes qui a eu la dose de rappel que dans le groupe en comparaison au groupe qui n'a pas eu cette dose de rappel, avec un facteur de 11,3 pour les infections. Et puis pour les formes sévères, eh bien, on a une diminution du risque de formes sévères de près de 20 fois par rapport aux personnes qui n'ont pas eu cette dose de rappel. Donc voilà, les études montrent l'efficacité de cette dose de rappel. Donc, la dose de rappel en France, eh bien, elle a d'abord été proposée aux personnes les plus vulnérables, à savoir les personnes de plus de 65 ans, les résidents d'EHPAD, les personnes présentant des pathologies ou des comorbidités susceptibles d'entraîner des formes graves, et également les personnes qui avaient reçu le vaccin Johnson, donc un schéma une dose. Maintenant, depuis là, le 18 octobre, eh bien, cette dose de rappel est proposée à tous les professionnels qui vont prendre en charge ces personnes vulnérables, donc les professionnels de santé, mais également l'ensemble des salariés des secteurs de la santé et du secteur médico-social, les professionnels du transport sanitaire, les pompiers, les aides à domicile intervenant auprès des personnes vulnérables et également les personnes de l'entourage des immunodéprimés pour les adultes de plus de 18 ans. Ici, on va passer très rapidement
mais on vous a mis une liste des pathologies associées à un risque de forme grave. Donc, cette liste-là regroupe les pathologies qui sont indiquées dans les recommandations de l'HAS et du dernier DGS. Et on vous a également listé l'ensemble des référentiels qui vous indiquent ces personnes qui sont à risque de forme grave. On vous l'a mis cette liste parce qu'en fait, elle est évolutive au fil de l'eau, là, au fil des mois, des semaines. Et du coup, il nous a semblé intéressant pour vous que vous l'ayez à nouveau et complété par le coup. Parce que vous allez voir que c'est important pour certaines mesures. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'on vous l'a remise. Pour toutes les autres personnes, eh bien, pour l'instant, la dose de rappel n'est pas encore proposée. Par contre, dans certaines situations, on est en attente de recommandations, notamment pour les personnes qui ont fait déjà un épisode d'infection au SARS-CoV-2 et qui ensuite ont été vaccinées avec une dose. Là, la HAS doit émettre des recommandations pour les personnes qui sont dans cette situation. Également, la HAS doit émettre des recommandations pour les personnes qui auraient été infectées après la primo-vaccination. Donc, dans ces situations-là, eh bien, on attend les recommandations des autorités pour ces personnes. Alors, pour rappel, on vous a mis que la stratégie pour cette dose de rappel. Donc, il faut administrer cette dose de rappel pour les personnes immunocompétentes à partir de 6 mois après la vaccination. Pour les personnes immunodéprimées sévères, cette dose de rappel doit être administrée entre 3 et 6 mois après la primo-vaccination. Et puis, pour les personnes qui ont eu en primo-injection le vaccin Johnson, eh bien, la dose de rappel doit avoir lieu au moins 4 semaines après l'injection. Petite nouveauté, c'est que dans son avis du 13 octobre, et qui a été repris par les autorités de santé, le seul vaccin qui est aujourd'hui autorisé pour cette dose de rappel est le vaccin Pfizer. Les autres vaccins sont en cours d'AMM et donc on verra ce que ça donne. Deuxième point que nous voulions aborder avec vous concerne les admissions en court séjour, puisque la Société française d'hygiène a émis des recommandations au mois de fin septembre relatives à la protection des patients et des professionnels en contexte Covid. Et notamment, on a beaucoup de questions provenant des établissements concernant le dépistage des patients qui sont admis en court séjour. Donc, vous savez, en établissement de santé, le pass sanitaire est obligatoire. Pour les soins qui sont programmés en dehors des situations d'urgence, alors bien sûr, c'est soumis à une décision médicale. Si jamais le médecin considère que il y a un risque que la prise en charge du patient est absolument indispensable, le pass sanitaire peut être levé. Mais dans les autres situations, donc le pass sanitaire est obligatoire. Et donc pour les patients non vaccinés, il faudra réaliser une PCR de dépistage systématique avant toute chirurgie ou hospitalisation conventionnelle, donc si possible par PCR et 72 heures avant l'intervention ou l'hospitalisation. Donc l'ASF2H va également dans ce sens-là pour les personnes non vaccinées. Pour les patients qui sont vaccinés, est-ce qu'il faut quand même réaliser une PCR ou pas?
Eh bien là, la SF2H indique que la décision doit être adaptée, la conduite à tenir doit être adaptée en fonction de la situation épidémique régionale ou locale. Donc vous avez vu qu'en région centre, la situation épidémique est très basse, le taux d'incidence est très très bas. Et donc au CEPIAS, on vous propose de ne pas réaliser pour ces patients qui sont vaccinés une PCR de façon systématique, mais de la réaliser uniquement pour les patients qui auront une chirurgie à risque ou des patients qui sont à risque de forme grave. Dans tous les autres cas, eh bien, le CEPIAS vous propose de ne pas réaliser de PCR systématique. Bien sûr, c'est en dehors de tout signe, de tout symptôme Covid, et puis en dehors de tout contact à risque. Là, c'est vraiment une personne qui est asymptomatique et qui n'a pas eu de contact à risque. Voilà pour ces dépistages à l'admission en court séjour dans les établissements de santé. Autre point important concerne les chambres doubles. Donc, pareil, la SF2H a émis des recommandations à ce sujet. Et, Donc, les chambres doubles sont possibles dans deux situations. Pour les patients qui ont une infection au SARS-CoV-2, et ça, quel que soit le variant, et pour deux patients immunisés et non immunodéprimés. Dans tous les autres cas, la chambre seule est fortement recommandée, voire nécessaire. Donc, c'est quand vous avez un patient suspect Covid ou un patient qui est contact à risque ou pour les personnes à risque de forme grave, immunisées ou non immunisées. Pour les personnes sévèrement immunodéprimées ou qui sont à risque d'échec vaccinal. Également, lorsque votre patient nécessite des manœuvres respiratoires à haut risque d'exposition, là, il est fortement recommandé de le placer en chambre seule. La SF2H recommande également de mettre des patients qui auraient des troubles envahissants du comportement en chambre seule. Donc ça, voilà, ce sont les recommandations après qui sont à essayer d'atteindre et en fonction des situations de vos établissements, eh bien, à discuter au cas par cas, en fait, quand vous n'avez pas assez de chambres seules dans vos établissements. Concernant la prise en charge des cas et des contacts, alors là également, il y a des évolutions qui ont été préconisées par la Société française d'hygiène hospitalière. Alors tout d'abord, pour ce qui concerne la durée d'isolement et du maintien des précautions complémentaires Covid pour les patients ou les résidents qui sont infectés par le SARS-CoV-2. Donc, juste pour rappel, ce qu'on appelle, nous, précautions complémentaires Covid, c'est à la fois appliquer les précautions complémentaires contact et les précautions complémentaires gouttelettes. Donc, les recommandations de la SF2H, les nouvelles recommandations, préconisent d'appliquer la même durée de maintien des précautions complémentaires Covid que le patient ou le résident soit symptomatique ou non symptomatique. Par contre, la durée de maintien des précautions complémentaires Covid va varier selon le statut immunitaire du patient ou du résident. Donc, si votre patient est non immunodéprimé, eh bien, la durée de maintien des précautions complémentaires Covid est de 14 jours. Donc, vous voyez que le patient soit asymptomatique ou symptomatique. Pour les patients ou les résidents immunodéprimés, et on vous a remis la définition de l'immunodépression, eh bien là,
la durée de maintien des précautions complémentaires Covid est de 24 jours. Et là encore, que le patient soit symptomatique ou non symptomatique. Alors, vous voyez, hein, dans certains cas, eh bien, la durée de maintien des précautions complémentaires Covid a été allongée, notamment pour les patients asymptomatiques. Nous, on l'interprète du fait que, eh bien, il y a eu beaucoup de cas de transmission nosocomiale dans les établissements de santé et que, eh bien, peut-être que ces cas de transmission nosocomiaux sont peut-être liés au fait que la durée de maintien des précautions complémentaires Covid était peut-être trop courte, notamment pour les personnes qui étaient asymptomatiques. Maintenant, qu'en est-il pour la conduite à tenir devant la découverte d'un cas Covid? Donc là, on est pour les établissements de santé, donc chez un patient. Bon, donc on a vu, pour le patient qui est infecté, on applique pendant les soins les précautions complémentaires Covid. Pour les contacts à risque, donc il va falloir déjà les identifier, ces contacts à risque, donc à la fois parmi les patients et parmi les professionnels. La définition du contact à risque, elle n'a pas évolué par rapport aux anciennes définitions. On reste bien toujours dans le contact sans mesure barrière efficace, donc sans le port du masque ou un contact prolongé. Donc, cette définition n'a pas évolué. Donc, quand vous avez identifié vos contacts à risque, eh bien, ces contacts à risque vont devoir être dépistés, donc avoir un dépistage par PCR immédiatement après la découverte du cas, donc à J0, et ensuite à 7 jours. Que fait-on pour ces patients contacts à risque? Alors, vous savez, dans les nouvelles définitions de fin août, Santé publique France a mis 2 niveaux dans ces contacts à risque, selon en fait le statut vaccinal des personnes. Si la personne a un schéma vaccinal complet, eh bien, elle est considérée comme un contact à risque modéré. Au contraire, si elle est non vaccinée, eh bien, elle sera considérée comme un contact à risque élevé. L'ASF2H recommande dans ses dernières recommandations là, de fin septembre de placer ces patients contact à risque modéré ou élevé en isolement pendant 7 jours. Il ne recommande pas le maintien des précautions complémentaires Covid pendant 7 jours. Nous, au CEPIAS, c'est ce qu'on vous avait toujours recommandé depuis le début, de placer les contacts à risque, modérés ou élevés, en précautions complémentaires Covid pendant 7 jours. Au vu de la situation épidémique et puis également au vu du risque de baisse d'immunité lié au schéma vaccinal qui commence à être un peu lointain chez certaines personnes, en tout cas de plus de 6 mois, eh bien, et puis également au fait du nombre de cas nosocomiaux importants, eh bien, on vous propose de maintenir ces précautions complémentaires Covid pendant 7 jours pour les contacts à risque modéré et les contacts à risque élevé. Oui, on a discuté longuement en équipe et dans notre discussion, ce qui nous semble important, c'est que ces personnes, elles ont vraiment été, c'est un vrai contact à risque là, hein. Comme a dit Anne-Sophie, c'est vraiment une exposition à un Covid chez des personnels qui peuvent, ou des patients qui peuvent être vaccinés depuis déjà pas mal de temps. Donc, de baisser la garde là, chez ces gens-là, alors que peut-être que dans quelques semaines, à quelques mois, à mon avis, moins que ça, par exemple, le troisième, le rappel, la troisième injection va devenir nécessaire pour avoir un statut vaccinal complet, hein. Il va y avoir toute une période de transition si toutefois cette troisième rappel devient obligatoire, en particulier pour les professionnels.
Vous voyez, ça va faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'on sent bien que si ça dérape, on lâcherait la garde aujourd'hui pour finalement, dans quelques semaines, la remettre. Donc, on s'est dit, c'est des personnes qui ont eu une exposition à risque. Certes, ils sont vaccinés, mais quand même, ça date déjà depuis plusieurs mois. On sait que ça diminue. Donc, autant continuer encore. Si vraiment dans un mois ou deux, c'est un calme plat, tout, il n'y a plus de cas, on parle même plus d'aller vers une troisième dose de rappel pour tout le monde, on changera peut-être. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu envie de changer là, parce qu'on d'abord, c'est difficile à expliquer avec le message du troisième rappel sur lequel on compte. Et moi, personnellement, moi, je pense que c'est une bonne chose hein, de l'avoir pour être sûr qu'on va passer l'hiver sans trop de soucis. Voilà, ça nous faisait des messages qu'on a pensé un petit peu contradictoires, difficiles à trouver un sens, en fait, un sens global, en fait. Donc, on a préféré se dire ça, mettre en avant le contact à risque qui a eu lieu, un vrai contact à risque, hein, c'est-à-dire vraiment, globalement, c'est deux patients ensemble dans une même chambre, un Covid, un pas Covid, ou pour les professionnels, c'est vraiment, ou alors avoir déjeuné ensemble, par exemple des résidents qui mangent dans la même table sans aucune précaution, bien sûr, et tous les jours. Voilà, ça c'est un contact à risque. Et puis avec les professionnels, vous savez bien, c'est les moments des pauses, etc. Il y a eu un vrai contact à risque, et la vaccination, oui, certes, elle diminue la transmission, mais d'abord pas complètement, déjà un, et puis deux, elle est éloignée. Hein. Elle est éloignée, elle commence à être éloignée. On vous a remis également le même tableau pour le cas des établissements médico-sociaux. Donc, quand vous découvrez un cas chez un de vos résidents, donc là, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de nouvelles recommandations. Hein. Les recommandations de la SF2H, là, du mois de septembre, ne concernent que les établissements de santé. Pour les établissements médico-sociaux, les dernières recommandations sont celles de fin août du ministère. Donc là, pas de nouveauté, mais on vous a quand même remis la conduite à tenir. Et donc, pour le résident Covid-19, comme en établissement de santé, il est placé en précaution complémentaire Covid. Vous identifiez également les contacts à risque. Ils doivent être dépistés. Et ensuite, là, on a une petite différence entre les contacts à risque modérés, donc vaccinés, et les contacts à risque élevés non vaccinés. Les contacts à risque modérés, eh bien, là, on les surveille simplement. Ils ne sont pas isolés, ils ne sont pas placés en précaution complémentaire Covid. Par contre, les contacts à risque élevés, eh bien, eux, on applique les précautions complémentaires Covid pendant 7 jours. Ils arrêtent de participer aux activités collectives, ils prennent leur repas en chambre et les visites sont autorisées au cas par cas. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Oui. Alors, on peut peut-être les voir. Il y a Peggy qui dit les soignants ont toujours le masque, donc jamais de contact à risque. Alors, ouais, non, les soignants n'ont pas toujours le masque. Hein, pendant les pauses, ils n'ont pas le masque. Au moment du repas, ils n'ont pas le masque. Quand ils sont à l'extérieur de leur exercice, de leur lieu de travail, eh bien, on ne porte pas le masque en famille, etc. Donc, non, il y a des contacts à risque. Il y a des risques. On me demande jusqu'à quand doit remonter la recherche des contacts. Jusqu'à quand doit-on remonter la recherche des contacts? Eh bien ça, il y a deux possibilités. Soit votre patient est symptomatique. Donc dans ce cas-là, on va rechercher les contacts à risque dans les 48 heures avant l'apparition des signes cliniques. Pour les patients qui sont asymptomatiques, eh bien là, il va falloir aller rechercher les contacts à risque dans les 7 jours précédant le diagnostic de l'infection. Dans le cas des contacts à risque, donc c'est précaution complémentaire 7 jours, isolement 7 jours aussi.
ou non? Alors, nous, quand on dit précautions complémentaires Covid, eh bien, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est précautions complémentaires contact et gouttelettes. Et donc, dans ces précautions complémentaires, bien sûr, il y a l'isolement en chambre qui est inclus. Après, il y a plutôt une remarque de dire qu'en psychiatrie, c'est difficile de convaincre les patients de se faire vacciner. Et oui, je pense que, bon, après, il faut que vous voyez, sachant que effectivement, la F2H a fait cette ouverture, et sachant ce que nous, on recommande pour les ESMS, je pense que pour la psychiatrie, vous pouvez, voilà, effectivement, si vraiment vous avez absolument aucun moyen, votre contact à risque modéré, c'est-à-dire votre contact à risque qui est vacciné, vous n'avez pas la possibilité, vous ne voyez pas comment organiser la mise en place des PCC et des précautions Covid pour ce contact-là, eh bien, oui, au pire, voilà, vous faites la surveillance. Ça, c'est ce qui est très important. Après, on sait bien qu'on fait ce qu'on peut. Nous, on a estimé que de le faire trop largement, c'était un peu trop rapide. Voilà. Donc, effectivement, il faut que vous voyez c'est une histoire d'équilibre. Hein. La vaccination, c'est pas du tout rien. Ça marche plus ou moins bien et plutôt de moins en moins avec le temps. Or, là, on s'éloigne du moment où les gens ont eu leurs 2 premières injections. Donc, voilà. Oui, et puis elle dit avec le patient, ben, si, il y a quand même de temps en temps une exposition des personnels avec les patients, un arrachage de masques, bon, c'est très rare, effectivement, mais en cherchant bien, en particulier, de toute façon, autour d'un cas, il faut toujours demander aux professionnels. Il y a quand même des professionnels qui ne gardent pas forcément le masque, hein. Même si, effectivement, en théorie, il ne doit pas y avoir Alors, pourquoi cette différence entre le sanitaire et les EHPAD? Eh bien, parce qu'il y a vraiment une nécessité, vous voyez, parce que dans le sanitaire, par définition, on a des patients. Donc, ils sont patients, donc ils ont un problème particulier qui fait qu'ils sont hospitalisés. Déjà, Alors, dans les EHPAD, certes, les résidents sont âgés, mais ils ne sont pas hospitalisés. C'est un hébergement, ils sont en principe moins à risque d'infection nosocomiale que dans un EHPAD. La chose, c'est que dans le soin, dans les hôpitaux, il y a beaucoup plus d'opportunités d'exposition au risque d'infection, de transmission croisée. Il y a beaucoup plus de gestes, il y a beaucoup plus de turnover, il y a beaucoup plus de soins de proximité que dans l'EHPAD, où dans l'EHPAD, la transmission croisée, certes, elle peut avoir lieu dans le soin, mais le soin est moins important quantitativement, et c'est plus le fait de la collectivité et puis de la perte d'autonomie qui fait qu'il y a de la transmission croisée. Mais donc ça explique une différence. Finalement, dans les établissements de santé, le risque infectieux, il est plus grand. Donc c'est pour ça que on considère qu'il y a une différence pour les contacts à risque modéré de risque. Et puis, alors, la deuxième raison pour cette différence, qui effectivement, hein, ça nécessite d'être expliqué, c'est l'éthique. Hein. Il y a une balance bénéfice-risque dans les établissements de santé qui n'est pas exactement la même que dans les EHPAD. Dans l'EHPAD, on peut dire que tout est bien fait, le résident il est vacciné, il est au mieux de ce qu'il y a à faire, et on risque par les précautions Covid d'avoir un effet négatif sur sa vie, tout simplement, dans l'EHPAD. Donc, c'est une balance qui a été prise en compte et qui fait que, voilà, on doit choisir des mesures finalement adaptées en fonction des différents contextes.
Oui, alors tu veux dire qu'il faut. On leur a proposé. Normalement, ouais. Oui, la grande différence, oui, que les filles viennent me dire aussi, c'est une chose très importante, c'est que dans les EHPAD, logiquement, le schéma vaccinal, là, il a été complété par le rappel. Ce qui n'est pas du tout le cas dans les hôpitaux où les patients, vous savez bien que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, hein, donc les patients n'ont pas eu encore la troisième, le rappel. Donc voilà, ça explique cette façon un peu différente hein, de voir les situations. Alors oui, certes, bien sûr, la personne âgée, elle est âgée, donc elle a des facteurs de risque d'infection, mais il se trouve que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens la plupart des patients ont ces risques-là aussi. Hein. Ils sont aussi âgés, peut-être un petit peu moins, mais ils sont quand même souvent âgés. Ils ont d'autres risques, ils ont beaucoup de comorbidités et surtout, ils sont hospitalisés. Donc ça, c'est un signe de fragilité encore plus. Donc voilà, c'est l'explication. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de questions. Alors, si je vais remonter, Alors, ok. La psychiatrice, on l'a fait. Ensuite, la différence, on vient de le dire. Initialement, les personnes, on vient de le dire. Ensuite, dans mon EMS, les animations reprennent, avec entre autres l'animation Beaujolais, par exemple. Oui, il est important que les animations reprennent. Hein. Les animations, elles ont déjà repris depuis longtemps et il faut qu'elles reprennent. Il faut que la vie reprenne. Maintenant que le maximum est fait, c'est-à-dire la découverte de vaccins, c'était très très long, mais ça a été très très court par rapport à un pathogène, mais ça a quand même été long. C'est arrivé. La mise à disposition de ces vaccins, la vaccination des gens, la vaccination des professionnels, le rappel maintenant, la dose de rappel pour d'abord les résidents et maintenant les professionnels, tout est mis en œuvre pour diminuer, on va dire, au maximum. En plus, évidemment, de la mise en place des mesures barrières, enfin de la continuation de la mise en place des mesures barrières et des mesures anti-Covid, en passant par les fenêtres et en n'oubliant pas le nettoyage, etc. Tout est fait, on ne peut pas faire mieux. Mais il faut quand même, on ne va pas en rester à isoler tout le monde et arrêter tout. Au contraire, c'est un des retours d'expérience de la prise en charge des crises précédentes, des vagues précédentes. Il y a une importance à redonner la possibilité de reprendre des activités classiques. Alors c'est sûr que ça nécessite pour vous de quand même faire attention à ce que les mesures barrières puissent être pas oubliées hein, complètement. Et puis, voilà, et puis la surveillance des cas. Si jamais vous avez un cas qui démarre, et bien s'il y a une surveillance de ces cas, et bien le cluster sera très très contenu. Hein, donc on ne peut pas faire mieux, mais il faut recommencer à vivre. Oui, on peut effectivement garder l'idée d'essayer de diminuer au possible, si vous le pouvez, dans les activités. On sait que c'est compliqué, hein, les mêmes groupes. Et puis surtout d'essayer de garder une traçabilité de ces groupes pour que si malheur arrivait qu'un cas se découvre, que vous ayez le moins possible de risque de diffusion. Mais bon, on sait bien que c'est particulièrement compliqué. Alors, il y a, c'est Valérie, je crois, Bréant, qui pose la question, la fermeture de service s'impose-t-elle si un nombre important de découvertes de cas? Alors, bon, avant de... Bon, là, on n'en est pas là, mais effectivement, alors la fermeture du service, en fait, ce n'est pas vraiment dans ce terme-là que ça se pose. À chaque cluster, à chaque découverte, il y a une analyse qui doit être faite. Donc, il faut la signaler au CEPIAS, à l'ARS, et ensemble,
on voit, en fonction du type de service, en fonction du type de patient, les mesures à prendre. Ce n'est pas nécessairement la fermeture du service. Ça va être, tout dépend du taux d'attaque, tout dépend de comment ça se passe, tout dépend de la gravité, de la fragilité des gens dans ce service-là. Donc, on ne peut pas répondre comme ça. Effectivement, comme pour un autre pathogène, hein, certaines fois, mais on va effectivement à la découverte d'une grosse épidémie qui démarre au quart de tour, être possiblement le fermer. Mais ça, c'est le genre de mesure que vous prenez jamais tout seul et que vous devez prendre après avoir signalé uniquement avec une concertation qui implique non seulement la cellule de crise de l'établissement, mais en plus le CPIAS et l'ARS. Hein, c'est pas pour rendre les choses plus difficiles, au contraire, c'est pour les rendre plus faciles. Alors, la troisième dose, pas encore pour tous les résidents, non, mais le plus possible. En tout cas, on vous y encourage. C'est vraiment une chose importante. Vous avez bien compris. Vous avez vu avec la diapo qu'Anne-Sophie a sorti les deux exemples. Hein, moi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment beaux. Et ça va vous aider peut-être à convaincre alors bon, les résidents et les patients, ça c'est pas toujours facile, mais en tout cas aussi les professionnels, parce que c'est vraiment beau, hein, comment ça s'effondre, les taux, comment immédiatement après vous avez une reprise de la fragilité par rapport, et donc un risque de forme sévère, et donc en creux, la nécessité de faire ce troisième rappel. Alors, le médico-social ne se résume pas aux EHPAD, attention. Non, tout à fait, on n'oublie pas le handicap, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas que la personne âgée, mais effectivement, vous allez me dire si c'est faux, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une vie collective, assez fermée finalement quand même, avec une proximité, et donc souvent très peu de risques infectieux, mais néanmoins dû à la proximité des gens, à la vie collective, il y a quand même, s'il n'y a pas le minimum dans la prévention de la transmission des pathogènes, eh bien, ça passe et on a des risques épidémiques. Et alors, avec des pathogènes qui s'y prêtent, comme le SARS-CoV-2 ou la grippe, ça démarre très, très bien. Alors, il y a une question sur le salarié qui aurait eu le Covid. Après un schéma vaccinal complet, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, ça fait partie des situations qui ne sont pas encore tranchées et pour lesquelles la HAS va émettre des recommandations. Certainement qu'il n'y a pas encore assez de données, hein, donc ils sont en train de les travailler. L'histoire, c'est de savoir est-ce qu'il faut, à combien de temps, est-ce qu'il faut une dose supplémentaire, et, à combien de temps, est-ce qu'il faut reprendre tout à zéro, voilà. En principe, si vous voulez, l'idée, c'est quand même que le Covid donne une immunité naturelle qui est très solide et que c'est peut-être pas la peine d'aller vacciner ou donner une dose de rappel à quelqu'un qui n'a pas besoin. En plus, ça permet éventuellement d'éviter des réponses, des effets secondaires, etc. Donc voilà, c'est pas une mince affaire et ça va venir. Ça va venir. On fait le choix de réaliser 2 circuits distincts pour l'hospitalisation de jour et l'hospitalisation complète, ainsi que 2 plateaux techniques de rééducation fonctionnelle. Cet opéra est très chronophage. Avez-vous des textes et des recos qui stipulent qu'il faut une distinction hôpital de jour et hospitalisation complète? Non, pas du tout. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas du tout ces nécessités-là. Alors, il y en a eu, mais c'était pour les établissements justement médico-sociaux, où là, les hôpitaux de jour, en effet, mais c'était en pleine épidémie.
en période de vraiment des grosses vagues où là, les hôpitaux de jour, ils devaient avoir des entrées séparées et être complètement dissociés des résidents qui étaient là de façon permanente, mais c'est plus d'actualité, ça. Alors ensuite, quelles mesures barrières peuvent être levées dans les ESMS? Distanciation, non. Port de masque, non. Hygiène des locaux, non, non, non. Et même, donc là, il y a ouverture des fenêtres, non plus. Et bien donc ça, c'est pas d'actualité du tout. Et même, nous, on va plutôt vous encourager à même les relancer. Parce qu'on sait bien que ça s'arrête de soi-même et qu'au contraire, avec l'hiver qui arrive et la grippe et le reste, et surtout le SARS-CoV qui n'est pas parti, qui est toujours là, il y a, je sais pas, j'ai entendu ce matin, 6 000 cas, 6 000 hospitalisations en France encore aujourd'hui, donc ça tourne encore. Ça repart un petit peu, c'est pas franc dans notre région, mais c'était un peu le message introductif. Donc non, c'est pas du tout d'actualité. On n'est pas en grande vague, on n'est pas en haut de la vague du tout, donc on n'arrête pas du tout les mesures collectives, on n'a pas des mesures totalement très très fortes comme il y a eu dans les plus grands moments des vagues, pas du tout. On essaye de vivre avec, et je pense que ça va rester pendant très longtemps. Avant, on avait cette habitude-là en hiver, sauf le masque, hein, vous vous rappelez, on n'avait pas le masque obligé comme ça par les professionnels, mais sinon, c'est vrai que pour prévenir les épidémies hivernales, à l'automne, on partait sur des mesures un peu spécifiques. Et bien, en fait, avec le SARS-CoV qui n'est pas vraiment saisonnier, là, parce qu'il fait le tour de la pendule, eh bien, il va falloir garder ça et même les remettre et penser vraiment au bio-nettoyage, hein, parce que franchement, avec le variant Delta, il y a vraiment, ça a certainement été crucial, hein, le fait d'avoir un bon entretien Donc malheureusement, non, et on n'est pas prêt de l'élever, vraisemblablement. Il faut que ça soit au contraire des messages de on va vivre avec, et donc on va garder ces efforts-là, et ça a quelque chose de très bénéfique, hein, d'ailleurs, sur les autres pathogènes responsables d'épidémies hivernales et de collectivités, hein. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va rester, hein. C'est complémentaire de la vaccination. Ça marche vachement bien ensemble, et si on fait ça bien, en principe, on ne doit vraiment pas avoir de cluster, ou alors des tout petits qui s'arrêteront très vite. Alors, il y a une question, pouvez-vous remettre la diapositive concernant les cas en attente de recommandation? Bah, ça y est, à mon souvenir, seules les personnes ayant contracté la Covid après leur deuxième dose étaient en attente de reco. Oui, mais ça, en fait, donc ça, c'était dans le... Alors, je vais remettre la diapositive. Hop, c'est celle-ci. En fait, la recommandation là, concernant l'infection après la deuxième dose, c'était dans le DGS 90 qui contre-indiquait même la dose de rappel chez ces personnes. Dans l'avis de la HAS du 13 octobre, eh bien, c'est là où ils indiquent que pour ces personnes-là, eh bien, il va y avoir de nouvelles recommandations qui vont être émises. Donc, c'est pour ça qu'on vous l'a mis dans les attentes de recommandations. Ouais, ça ne doit pas être simple, en fait. Ça ne doit pas être simple, donc il est urgent d'attendre. Voilà. Alors, ensuite, beaucoup de soignants n'ont pas supporté la deuxième dose, et de ce fait, ils sont assez réticents. Avez-vous des données sur la tolérance de la troisième dose? Alors, non, pas particulièrement.
Nathalie est passée hier, elle va très bien, avant-hier, moi c'est lundi. Non, on est encore dans l'équipe, on n'a pas encore tous passé et c'est vrai qu'on n'a pas de données particulières là-dessus. Je pense que ça ne change pas. Moi, j'ai des données du centre de Zoa Makaroun, la responsable du centre de vaccination au CHU. C'est un peu connexe comme question, mais par rapport à la co-vaccination avec la grippe, apparemment, il y a des données qui disent qu'il n'y a pas plus d'effet à avoir les vaccins séparés que de les avoir ensemble et qu'il n'y en a pas plus de toute façon. Donc voilà, c'est un peu dans le... A priori, alors ce qui est sûr quand même, c'est qu'il n'y aura pas le Moderna. Et qu'il y avait quand même un petit peu plus d'effets secondaires avec le Moderna qu'avec le Pfizer. Donc, bon, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Peut-être qu'on pourra regarder s'il y a des choses, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose là-dessus. Non, puis on n'a pas beaucoup de recul. On n'a pas beaucoup de recul, non, non, non. Ça commence juste. Alors, sait-on quand les soignants en pédopsie ou psy pourront reprendre les repas thérapeutiques? De notre point de vue, ils auraient pu les reprendre depuis déjà longtemps, puisque, à preuve du contraire, hein, selon notre connaissance, il n'y a pas de particularité par rapport à ce qui a été dit, c'était à la fin de l'été ou au début de l'été, par rapport aux ESMS dans leur globalité, où il fallait reprendre toutes les activités, avec des mesures barrières tant qu'on peut les faire. Mais surtout, si c'est thérapeutique, franchement, ça devrait être repris depuis plus longtemps, hein, depuis longtemps déjà. Ensuite, Confère Info, VAC France, études disent que idem la deuxième dose, pas de signal d'alerte en plus. Oui, donc ça va dans le sens de ce que j'ai dit. Alors, j'ai pas de souris, je m'embête. Alors, nous venons de lever le port du masque de nos résidents à l'intérieur. Enfin, ce n'est pas de pâté. Alors écoutez, le masque, c'est vrai qu'il y avait des recours sur le port du masque, mais il y a toujours eu le bémol de dire dans la mesure où c'est possible. Donc, dans la mesure où c'est compliqué, on sait bien, de porter le masque pour un résident, que dans la mesure où ça peut être un combat assez difficile à mener, on peut très bien, enfin moi je pense qu'on peut très bien l'entendre dès lors qu'il n'y a pas une reprise dans votre EHPAD et que tout le monde est vacciné et que tout le monde est surveillé. Après voilà, hein, Alors, ils peuvent déjà l'enlever dans la chambre, dans leur chambre, à l'extérieur. C'est vrai que dans les espaces collectifs... Là, il y a écrit de nos résidents à l'intérieur, sauf lors des visites. Les repas en salle à manger à la même table, 4 par table selon vos ministères, ont été faites ces derniers jours, surtout épidémie basse, pas de cluster, etc. Oui, oui, tout à fait. Et ça, vous avez raison, c'est quelque chose qui est important à considérer. En fait, il faut considérer tout. L'idée, quand même, c'est de ne pas tout lâcher. Hein. Parce que sinon, ça va repartir. Parce que si on lâche tout et qu'il y a un cas, ça va faire un gros cluster, parce que vacciner, ça n'empêche pas d'avoir des cas. Donc, et d'excréter. Très bien, oui, Agnès. Donc, du coup, voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'il ne faut pas tout lâcher. Après, de mesurer chaque mesure et d'y aller en douceur et de voir en fonction du contexte, peut-être en fonction même de certains résidents. Voilà, eh bien... il y a peut-être certains résidents qui préféreront avoir le masque, je ne sais pas, parce que ça les sécurise. Hein. Donc voilà, il faut mais c'est sûr qu'il y a une donnée qui est importante, c'est la situation épidémiologique, on va dire, régionale et départementale, enfin au plus près de votre terrain, et puis 2, un cas qui commence, alors là par contre, hop, on referme toutes les écoutilles, hein, jusqu'à nouvel ordre, et ça, il faut le faire très très tôt. Très tôt,
arrêter les activités collectives, tout ça pour arrêter la diffusion qui démarrerait. Alors, pouvez-vous nous confirmer que le masque n'est pas obligatoire pour les consultations pédiatriques des enfants de moins de 12 ans? Avis du ministère sur les lieux publics, mais pas de précision sur l'hôpital. Non, c'est 6 ans à l'hôpital. 6 ans à l'hôpital. Donc, ça veut dire que le... Mais alors, attends, c'est qui porte le masque, là? L'enfant de plus de 6 ans. Parce que là, c'est pas complètement clair, là. Pouvez-vous me confirmer que le masque n'est pas obligatoire pour les consultations pédiatriques des enfants de moins de 12 ans? Donc là, c'est 6 ans à l'hôpital. Voilà. Ensuite, en enlevant le masque pour les repas thérapeutiques, ben, un repas, c'est un repas, donc de toute façon, on est obligé d'enlever le masque. Oui. Par contre, il faut essayer qu'il y ait une certaine distance, voilà. Mais après, on sait bien que quand on mange, ce qu'il faut, c'est essayer de le remettre dès qu'on a arrêté de manger. Enfin, comme on fait tous, je ne sais pas comment vous faites, mais quand on est au travail, quand on est jeune, on enlève son masque bien sûr pour manger et on le remet quand on discute après avoir fini de manger avant de quitter la table, quoi. Il faut essayer de le remettre. Peut-être pas les enfants symptomatiques. Non, là c'est non. oui. Oui. Alors là, oui, c'est... Non, les enfants symptomatiques, ils sont en isolement. Oui. On est bien d'accord que activité collective, c'est uniquement, bien sûr, pour des enfants qui sont en dehors de toute suspicion de Covid. Hein. Dès qu'il y a une suspicion ou encore pire un cas, bien sûr, pas d'activité collective comme ça. Mais pour tous les autres, si vous reprenez et vous essayez de mettre en place quelque chose qui soit acceptable, on ne vise pas la barrière à 100%, hein, on ne peut pas. Hein, mais il faut... si c'est thérapeutique, c'est très important. Donc, il faut absolument les remettre d'urgence, j'ai envie de dire. Hein, d'urgence. Ça devrait être remis déjà depuis longtemps. Combien de temps entre le vaccin antigrippal et la 3e dose? Ça peut être le même jour ça peut être le même jour, le même moment. C'est ce qui va être fait. Hein, c'est ce que je vous disais, ça n'a pas ça n'influe pas sur la réaction. Parole d'expert local. 100% vaccination soignants, 97, c'est toujours les pâtes de pâté, 97% les résidents et déjà 74,7, pour pas dire 75, 3e dose. Bah, bravo, super. C'est bien parce que c'est vraiment ça la recette. Hein. Vous aurez peut-être des cas. Parce que, encore une fois, ça passe un peu. Mais vos cas ne seront d'abord pas sévères. Vous aurez plus de décès. Et puis, ou alors vous aurez des décès, mais ce ne sera pas des décès Covid. Et surtout, vous aurez des tout petits clusters, si vous en avez un. C'est ça, on a la chance d'avoir ce vaccin. Et surtout que pour l'instant, le vaccin, et bien sûr, colle complètement à l'épidémie. Alors, très peu de nos résidents portent le masque. C'est mission impossible. Ben oui, on le sait. C'est bien pour ça que nous, en région, vous rappellerez, vous verrez les diaporamas, on ne s'est jamais battu là-dessus, parce qu'on sait bien que c'est difficile. Voilà. Au plus fort de la crise, on disait, il faut essayer de le mettre, et puis sinon, on reste dans sa chambre. Hein. Et dans la chambre, c'est bon, étant donné que les professionnels mettent le masque, il n'y avait pas trop de soucis. Mais oui, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, l'énergie, perdez-la pas à ça. Ceux qui peuvent les mettre, vous les mettez. Ceux qui ne peuvent pas les mettre, qui font n'importe quoi avec, c'est pas la peine de les embêter avec ça. L'hygiène des mains, c'est super important. Le bio-nettoyage, c'est super important. L'aération, c'est très, 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 très important. Il ne faut pas miser que sur un seul cheval. Hein. Tout est important. Et ce n'est pas le plus gros clou. Le plus gros clou, c'est les masques des professionnels de santé. Parce que les professionnels de santé, ils sont plus jeunes et c'est eux qui l'ont le Covid et qui l'attrapent dans la communauté et qui le ramènent à l'EHPAD. Donc, voilà. Alors, pour l'enfant, ça, je ne comprends pas si c'est une question. Je croyais que, par contre, si pas le même jour, à minima 15 jours entre les deux vaccins. Non, ça, c'est plus l'actualité. Hein.
c'est plus d'actualité puisque je vous dis, alors effectivement, il y a eu un moment, hein, ça a été ça, mais ça fait longtemps. C'était par rapport à quoi? Par rapport à des vaccins autres que la grippe, par rapport à des vaccinations qu'on pouvait avoir et la Covid. C'était quoi cette histoire de 15 jours? Oui, il y a eu ça pendant l'été. À un moment donné, oui. Mais en tout cas, c'est plus du tout d'actualité. Je vous dis, j'ai eu Zoa Makaroun aujourd'hui. Donc, c'est la référente, c'est la responsable de la vaccination au CHU. Donc, elle est au taquet et c'est bien sûr possible le même jour, puisqu'au CHU, ça va se faire comme ça. C'est bien de combiner les deux, parce que comme ça fait qu'un déplacement au centre de vaccination. Si résident engagé a eu Covid plus une dose. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Hein. Est-ce pareil pour un soignant antécédent de Covid plus une dose? Même question, on ne sait pas. Oui, on est en attente des recours. Exactement, c'est ça. Si professionnel vacciné, cas contact d'un membre de sa famille, doit-il être isolé? Alors, c'est la diapo. Alors, ça arrive. On en était là, en fait. On en était là. Merci pour cette transition. Donc, c'était la dernière diapo. C'est justement la conduite à tenir pour les professionnels de santé qui sont soit cas Covid, soit contact à risque. Alors, on va commencer par les contacts à risque. Donc, un professionnel hein, qui a eu un contact à risque avec un cas. Là, peu importe son statut vaccinal, qu'il soit vacciné ou non vacciné, donc qu'il soit donc contact à risque modéré ou élevé, eh bien maintenant, hein, c'est officiel, c'est la SF2H qui a dit qu'il n'y a pas d'éviction systématique du professionnel qui est contact à risque. Il peut être maintenu en poste. Bon, bien sûr, il doit avoir un dépistage, AJ0 et AJ7, comme n'importe quel contact à risque. Il doit être arrêté immédiatement s'il y a l'apparition d'un moindre symptôme. D'accord, ça c'est immédiat. Et puis, si il y a un doute sur la possibilité que ce professionnel puisse respecter les mesures barrières, et bien dans ce cas-là, le professionnel peut être arrêté. La durée d'isolement de ce professionnel, eh bien, il sera de 7 jours si le cas eh bien, est en dehors du foyer familial. Par contre, si c'est une personne du foyer familial, eh bien, l'isolement sera de 17 jours. Donc ça, c'est pour les contacts à risque. Pour les professionnels qui sont infectés par le SARS-CoV-2, la règle, c'est une éviction de 10 jours. Il y a une exception qui est possible, qui est envisageable, si vraiment la continuité de service l'exige, c'est-à-dire si vraiment vous êtes en manque de personnel, eh bien, si votre professionnel est vacciné et qu'il est asymptomatique, eh bien là, exceptionnellement, le professionnel donc infecté, hein, eh bien, pourrait rester en poste. Mais c'est vraiment dans le cas où on est en grosse difficulté. Ouais, faut essayer autant faire que se peut de pas en arriver là. Si vous êtes complètement, totalement rupture de RH, voilà, c'est possible, c'est fait pour ça, pour être... bon, inutile de vous dire que là, quand même, on prend quand même un peu de risque. Est-ce que tu pourrais remettre la diapo, s'il te plaît, avec les rappels, avec une injection, au tout départ, la vaccination? Le rappel, celle-là. Ouais, vas-y, encore. Non, une injection, tu sais où il y a le Janssen? Ah oui. Ah bah elle est là. C'est après. Ou celle-ci là. Attends, voilà, celle-ci. Oui, alors c'est une question là, quelqu'un qui a été vacciné avec une injection. Donc vous voyez, c'est sur cette diapo-là, primo-injection Janssen. Là, c'est une injection. Hein, et là, dans ces cas-là, donc il faut effectivement avoir la dose de rappel à plus de 4 semaines après. Donc là, vous êtes largement loin puisque vous êtes à 6 mois. Donc c'est Pfizer.
Voilà, voilà. Quand vous dites professionnel vacciné, c'est 3 doses? Non. Actuellement, schéma vaccinal complet, actuellement, c'est 2 doses. Ça va changer. Évidemment, certainement qu'à un moment, on dira schéma vaccinal égale 2 doses plus rappel. Mais pour l'instant, c'est pas... ouais, c'est sûr que... voilà, c'est ça. On est en train de regarder, là, donc, les filles ont retrouvé l'histoire des 15 jours, c'était en juillet, vous voyez. Hein, donc, un délai de 15 jours entre un autre vaccin et la Covid était nécessaire pour des raisons de pharmacovigilance. Mais manifestement, c'est plus du tout d'actualité. Il y a suffisamment de recul pour dire que ce n'est pas la peine. Donc, le schéma vaccinal, non, pour l'instant, 52 doses. Alors, cela signifie qu'un cas contact peut être isolé 17 jours, mais pas le cas positif. Bah oui. Parce que en fait, ces cas contacts d'une famille, dans un foyer où il y en a, donc alors, et ça c'est le milieu familial, donc vous pouvez comprendre que dans un milieu familial, il n'y a pas exactement les mesures identiques d'hygiène, même si c'est propre, hein, que dans un établissement de santé ou une collectivité, quelle qu'elle soit. Donc effectivement, ça paraît choquant comme ça, brut de pomme, hein, mais en fait, non, ça correspond à des risques qui sont complètement différents. Le professionnel de santé, oui, c'est un cas, mais d'abord, il est asymptomatique, donc il est certainement faiblement excréteur. D'autre part, il n'a pas une vie strictement identique à une vie comme chez lui, avec les gens qui sont autour de lui. Vous comprenez bien que dans un établissement de santé, avec ses patients, il n'est pas pareil. Il a un masque, il a les mesures d'hygiène mises en place, etc. etc. Il n'est pas dans une proximité similaire à celle qu'il a avec ses proches chez lui. Donc, le risque est différent. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu choquant dit comme ça, mais non, en fait, ça correspond. Alors, évidemment, on ne vous met pas tous les raisonnements qui ont amené à ces décisions-là, mais soyez sûr que ça a été pris en essayant de peser à chaque fois le risque et qu'à chaque fois en face, on met le possible pour, encore une fois, pas être à 100%, mais en tout cas être pas mal, à être au mieux de ce qu'on peut. Voilà. Alors, pourquoi c'est 17 jours? C'est qu'en fait, comme le cas, il est dans le foyer familial, eh bien, le professionnel, il a toujours la possibilité de se contaminer au contact de ce cas. Et le cas, lui, il est contagieux pendant 10 jours après l'apparition des signes cliniques. D'accord? Donc, en fait, on considère les 10 jours où le professionnel peut se contaminer encore au contact du cas qui est encore contagieux, parce que c'est dans son foyer, et donc là, comme l'a dit Nathalie, les mesures barrières, elles ne sont pas forcément bien respectées, on s'occupe de son enfant qui est malade, donc on ne porte pas de masque. Et puis ensuite, eh bien, il y a la période d'incubation qui, elle, est de 7 jours, donc voilà, on arrive aux 17 jours. Le professionnel qui, lui, est un cas, donc il a attrapé le Covid, donc il est malade pendant 10 jours, donc il est arrêté pendant 10 jours. Oui, alors oui, c'est sûr que vu comme ça, pour la gestion RH, ça peut être compliqué, mais en fait, ce qui est très simple, c'est de dire cas professionnel, cas Covid, éviction systématique. C'est quand même la recommandation première, celle qui est la plus simple, qui est la plus logique, qui est la moins risquée. Après, vous avez des situations d'établissement où il y a un tel problème RH que cette situation, elle n'est pas si simple que ça. Surtout si votre personnel il est asymptomatique, il a envie de continuer à travailler parce qu'il voit que c'est la galère totale, et voilà, pour la continuité de service, ça peut être plus simple. Et effectivement, en premier, c'est l'éviction, 10 jours, bien sûr. Il y a à nouveau une question sur Covid. Alors, soignant Covid, puis, c'est un peu comme Mathilde, c'est une primo-injection Pfizer. Et on est à 6 mois, c'est pareil, c'est en attente. En attente. En attente. C'était la question, la personne voulait être sûre qu'elle avait bien compris qu'il fallait attendre. Il est urgent d'attendre. Voilà. En tout cas, il faut la rassurer, cette personne-là, parce qu'elle a fait un Covid vrai, et donc elle doit avoir une immunité extraordinaire.
Donc, bon, voilà. Certes, il faut faire attention et prendre soin d'elle et faire, faire attention aux précautions d'hygiène pour essayer de ne pas le réattraper, hein, parce que tout est possible, mais voilà, ça va venir, ça va venir. Doit-on continuer les dépistages PCR systématiques lors d'un passage aux urgences ou retour d'hospice? Donc ça, j'imagine que c'est quelqu'un d'une ESMS qui parle des PCR lorsque le résident a été... alors attendez, on l'avait mis dans nos dernières diapositives, que c'était en fonction du statut vaccinal du résident. Alors, je vais aller chercher le diaporama de la dernière fois. Et puis, on va vous mettre la diapositive. On la remettra dans ce... On la remettra du coup dans ce... Hop, je vais aller la chercher. S'il y a d'autres questions en attendant. Résident vacciné, donc non. Ouais, normalement c'était ça hein, de mémoire. C'était ça de mémoire. Mais on va vérifier tout de suite. La dernière diapo n'a pas été mise en ligne. Ah, le dernier diaporama n'a pas été mis en ligne. Ah, le PDF, il n'y est pas. Alors, on va faire ça. Vous allez oui, bien sûr, vous aurez le diaporama. Alors, vous avez sur le site, normalement, quand tout va bien. Quand vous ne l'avez pas, il faut nous le dire, hein, parce que vous voyez, ça passe trop vite, on a du mal à suivre. Hein. On met normalement le PDF sur le site et le lien vers la vidéo du diaporama commenté. Bon, on est un peu en retard, de toute façon, on va arrêter. Alors, voilà le diaporama, je le mets en... Je vous le partage. Hop. Normalement, vous devriez avoir bientôt le diaporama. C'est bon, je l'ai mis sur le... Je vais le mettre en ligne. Ouais, oui, je l'avais. Voilà. Donc ça, c'est pour les admissions. Donc les admissions, la recommandation, c'est de faire un dépistage, quel que soit le statut vaccinal. Ça, c'est pour les admissions. Et pour les retours d'hospitalisation, nous, on avait proposé de faire un allègement et donc pour que les résidents qui sont vaccinés, eh bien, de ne pas réaliser de dépistage au retour de l'hospitalisation. Par contre, pour les résidents non vaccinés, là, il y a un dépistage. Ils ne participent pas aux activités collectives. Et voilà, c'était les propositions. Aux urgences, comme c'est une hospitalisation de moins de 24 heures, on n'en tient pas compte. Ok. Bon, écoutez, on a dépassé là, on va arrêter, on va vous libérer. On va mettre tout ça sur le site. Merci à vous pour votre présence et puis pour toutes vos questions. La prochaine fois, la date n'est pas fixée encore parce qu'on se dit que ça va être en fonction de l'actualité. On va essayer d'espacer. Alors, ça sera toujours le jeudi. Hein. Ça sera toujours ce moment-là. Mais on ne va pas garder un rythme effréné. On va s'adapter s'il y a besoin, s'il y a l'épidémie au change, s'il y a des recos qui tombent très particulières, on ne manquera pas de faire un autre rendez-vous. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas trop d'infos, parce qu'on va écarter un petit peu, quand il n'y a pas grand-chose, voilà, il ne faut pas vous faire perdre du temps. Et puis, vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.